Bonjour à tous et à toutes, au microphone Catherine Ego. Et Mathieu Lavigne. Merci d'être fidèles au rendez-vous de Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Cette semaine à Confluent, nous recevons l'historien et juriste Sébastien Brodeur-Girard, professeur à l'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, UQAT. En effet, Catherine, Sébastien Brodeur-Girard est titulaire d'un doctorat en histoire. Il fait actuellement un deuxième doctorat, cette fois en droit. Ses recherches portent notamment sur la réconciliation des systèmes juridiques autochtones et du droit étatique occidental. Sébastien Brodeur-Girard est membre, entre autres, du comité juridique du Centre québécois en droit de l'environnement. Il est aussi membre de l'équipe de recherche sur les cosmopolitiques autochtones et il a été co-directeur de la recherche pour la commission Vient. Alors écoutons l'historien et juriste Sébastien Brodeur-Girard, interviewé ici par Catherine Ego. Sébastien Brodeur-Girard, bonjour. Bonjour. C'est par l'histoire, par notamment votre doctorat en histoire, puis par la rédaction de manuels scolaires que vous avez commencé à vous intéresser aux peuples et aux enjeux autochtones. Pourquoi avoir ensuite choisi le droit? Est-ce que vous trouviez que l'histoire présentait une vision un peu trop poussiéreuse des autochtones, un peu trop figée dans le passé? Non, je pense que l'histoire a un rôle extrêmement important à jouer, encore plus aujourd'hui, où est-ce qu'il faut réinterpréter certains angles ou examiner certains angles qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant. Donc, il y a un travail très important à faire en histoire. Mais dans ma démarche personnelle, j'en étais à un point où j'avais envie de faire quelque chose de peut-être plus direct, avec des impacts plus près des communautés. Et c'est comme ça que le droit, qui s'allie très bien à l'histoire, s'est un peu imposé dans mon parcours. Parce que quand on parle de droits autochtones, notamment au niveau des revendications territoriales, la question historique est incontournable. Il faut pouvoir, les droits ancestraux, il faut pouvoir retracer leur origine pour en faire la preuve, etc. Donc, c'était une alliance qui me semblait aller un peu naturellement, mais qui me permettait d'avoir une approche peut-être une relation plus directe, disons, qu'avec l'histoire. Je pense que le rôle des historiens est primordial, et en particulier, je pense aujourd'hui des historiens autochtones qui ont tout un rôle à faire pour présenter le point de vue de leur communauté sur les événements qu'on partage, en quelque sorte. Alors ça construit notre imaginaire commun, cette histoire-là qu'on doit repenser d'une certaine manière sans tout rejeter, mais au contraire en l'élargissant. Mais évidemment, le droit, d'une autre manière, ça joue un rôle incontournable. Comme tout dans le domaine autochtone a été encadré par le droit, on va parler éventuellement un peu de la loi sur les Indiens, mais qui a des impacts sur le territoire, la gouvernance, l'identité des peuples autochtones. Les questions juridiques, en avoir une bonne compréhension est à peu près incontournable, peu importe dans quel domaine on pratique. Vos recherches en droit portent notamment sur la conciliation ou peut-être la réconciliation des systèmes juridiques autochtones et du droit étatique occidental. Quelles sont les conclusions de vos recherches et de vos réflexions? Comment se caractérisent les systèmes juridiques autochtones? La première étape, c'est de prendre conscience tout simplement qu'il existe des traditions, ce qu'on pourrait qualifier de traditions juridiques autochtones, donc des normes que les communautés historiquement s'imposaient, parce que c'est pas ça n'a pas pris l'arrivée des colons pour qu'il y ait des normes qui gouvernent les différentes sociétés autochtones. Bien sûr, elles avaient leurs propres normes et elles les ont conservées pendant longtemps et encore aujourd'hui dans bien des domaines. Alors ça, c'est quelque chose que la société non autochtone réalise, je dirais, depuis quelques années, de plus en plus, c'est que ces normes-là ne sont pas complètement disparues. Bien sûr, elles ont été, dans bien des cas, très affectées par des siècles de colonisation. Certaines ont été effacées, d'autres ne sont tout simplement plus pertinentes parce que comme n'importe quel système juridique, il faut une évolution à travers le temps. Alors, ce qui était utile au 17e siècle, quand certaines sociétés autochtones vivaient dans une situation de semi-nomadisme et puis où la gestion du territoire ne se faisait évidemment pas de la même manière qu'aujourd'hui. Alors, il y a des choses qui sont pertinentes, d'autres qui sont moins pertinentes aujourd'hui, mais ça, justement, c'est tout un travail qui se fait. Il y a
certaines choses qui existent encore. Les maîtres de trappe qui sont souvent les chefs de famille chez les Atikamekw, chez les Cris, par exemple, qui connaissent le territoire puis qui vont décider chaque année de comment va s'organiser la chasse, l'exploitation du territoire. Dit, bon, mais là, il y a moins de castors, par exemple, depuis quelques années, donc on va arrêter pendant un certain temps d'en chasser. Ces gens-là, leur parole a des impacts normatifs qui sont toujours très, très, très forts aujourd'hui. Et si je peux donner un autre exemple dans un domaine tout à fait différent, c'est au niveau de l'adoption coutumière. Alors, il y a toujours eu chez la plupart des nations autochtones des systèmes justement pour permettre quand une famille, pour X raisons, ne peut ou ne veut pas s'occuper d'un enfant à cause de différentes situations, elle va le confier à des proches, à sa famille élargie. Ça peut être aux grands-parents, ça peut être à des cousins, cousines, un oncle, une tante. Et cet enfant-là, donc, va grandir au sein de avec ses parents-là, mais sans perdre son lien de filiation pour autant. Alors que quand on regarde le système d'adoption dans nos systèmes occidentaux, canadiens, québécois, plus spécifiquement, vu que ça relève du Code civil, s'il y a adoption, il y a vraiment une rupture. On passe d'une famille à une autre et tous les liens sont rompus. Alors que, traditionnellement, c'est pas comme ça que ça se faisait chez les Inuits, notamment sur la Côte-Nord. Et ça continue à se pratiquer encore aujourd'hui, de manière informelle pendant longtemps, mais ça vient heurter un peu après ça des enjeux administratifs. Oui, avec des frictions, notamment avec la protection de la jeunesse. Oui, avec la protection de la jeunesse ou tout simplement à l'école quand on demande la permission des parents pour pouvoir participer à une activité puis une signature. Et puis là, c'est les parents adoptifs qui sont reconnus dans la communauté, mais pas du point de vue de l'État. Alors, l'école dit, on peut pas, depuis quelques années, ils disent, cette signature-là, qu'est-ce que ça vaut? On peut pas accepter ça. Alors que tout le monde dans la communauté dit, oui, c'est correct. Fait il y a eu une évolution à ce niveau-là. Et puis maintenant, depuis quelques années, le Code civil reconnaît l'adoption coutumière autochtone, donc qui a plus de souplesse, que des caractéristiques qui lui sont propres, mais surtout qui a survécu à travers justement tous ces siècles de colonisation comme une pratique normative qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Et puis, est-ce qu'on peut dégager des points communs entre les traditions autochtones, mettons, du Canada, d'Amérique du Nord ou peut-être même du monde? Oui, il faut toujours faire attention, évidemment, parce que chaque nation a ses propres caractéristiques culturelles, sa propre histoire, chaque communauté même. Par contre, effectivement, il y a quand même des liens forts à tisser, notamment cette importance accordée aux relations, cette volonté d'avoir une justice plus axée sur une notion de justice réparatrice plutôt que punitive. Donc, ces questions-là permettent d'avoir une autre approche, justement, qui est moins coercitive de manière générale et beaucoup plus axée sur la recherche de l'équilibre, qui est la notion centrale au cœur de beaucoup de philosophies autochtones. Et est-ce que ça pourrait s'expliquer par des facteurs comme le nomadisme, par exemple? Le fait que la justice soit plus réparatrice que punitive? Oui, non, effectivement, mais en même temps, les peuples qui étaient plutôt sédentaires ont aussi, comme je pense aux Kanien'kehá:ka ou Mohawk, leur autre nom, qui étaient beaucoup plus sédentaires et qui ont une approche aussi du même type, très axée vers la justice réparatrice. Donc, mais c'est certain que lorsqu'on était des petits groupes semi-nomades qui se déplaçaient sur le territoire, l'importance de trouver un équilibre lorsque ça avait été rompu par divers éléments, justement, des personnes qui n'avaient pas respecté les règles, c'était une question de survie. Il fallait revenir rapidement à un équilibre plutôt que de punir au nom d'une justice immanente, peu importe les conséquences que ça aurait, parce que ça risquait d'avoir des impacts sur non seulement la personne elle-même, mais toute sa famille, ses proches, sa communauté. En plus de vos recherches universitaires, vous travaillez vraiment sur le terrain. Vous avez notamment été co-directeur de la recherche à la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, Écoute, Réconciliation et Progrès, celle qu'on appelait la commission Vient. Elle a déposé son rapport en 2019. Donc vous avez entendu notamment beaucoup de témoignages dans ce contexte-là. Au niveau des travaux de la commission et du rapport, quel a été l'impact de cette commission-là? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? On pense notamment à la mort de Joyce Echaquan récemment. Ça paraissait un peu contredire toutes les recommandations et les avancées qui avaient été faites dans le cadre de la commission Vient.
C'est certain qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il en reste? En fait, c'est difficile d'avoir du recul actuellement parce que les choses sont en train de se faire actuellement. Le triste décès de Joyce Echaquan est un bon signe qui montre à la fois que les choses n'ont pas changé du jour au lendemain, ce à quoi il fallait s'attendre, évidemment, mais qu'en même temps, il y a une conscience populaire plus générale des enjeux vécus par les peuples autochtones, notamment la discrimination qu'ils subissent. Cette conscience-là est je dirais, en pleine croissance. Les gens le réalisent de plus en plus. Les enjeux autochtones demeurent minoritaires, c'est pas les priorités nationales, mais ils sont présents au niveau des médias de plus en plus. Les gens en parlent, sont conscientisés. Et ça, je pense que c'est un élément très important qui a changé, un impact plus ou moins direct de la commission, mais qui a mis la table un peu pour cette réflexion commune sur où on en est. En même temps, ce que je trouve très intéressant, c'est que 2 ans plus tard, on en parle encore de la commission Vien. On l'évoque encore quand il y a des cas de discrimination. Et combien de commissions sont, au bout de 6 mois, tablettées au point qu'on ne se souvient même plus de leur nom? Oui. Alors là, bien sûr, les appels à l'action ne sont pas tous remplis. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain dans bien des cas, de toute manière. Dans d'autres cas, il y a des choses qui auraient pu être faites puis qui n'ont pas encore été faites parce que peut-être il n'y a pas la volonté gouvernementale d'avancer aussi vite ou d'avancer tout court dans certains éléments. Mais il demeure que les constats qui ont été faits, qui sont ceux de l'existence d'une discrimination systémique envers les Autochtones dans les services publics au Québec qui leur étaient offerts, demeure d'actualité et continue à être évoqué. Et ça, je pense que c'est un gain, ne serait-ce que ça, de pouvoir dire, il y a eu une enquête, il y a des centaines de personnes qui sont venues témoigner de ce qu'elles ont vécu. On ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Donc la commission Vien a fait évoluer les mentalités. Est-ce qu'il y a des recommandations importantes pour vous qui ont déjà été mises en œuvre ou qui sont en processus de mise en œuvre et d'autres qui seraient essentielles et qui restent un petit peu en arrière actuellement? Je sais qu'il y a des choses au niveau de la formation qui se mettent en place, qu'il faut souligner. Puis suite et conjointement au décès de Mme Echaquan dans le système de santé, il y a certains éléments qui ont été mis en place aussi pour avoir des navigateurs de service pour aider les personnes des communautés qui sont moins à l'aise avec le système ou même avec la langue française de pouvoir justement avoir accès. Alors ça, c'est des choses importantes qu'il faut souligner. Puis je pense qu'il y a des éléments qui sont en réflexion, en préparation. Après ça, c'est certain qu'il y a des morceaux majeurs qui manquent, puis je pense que le principal, c'est une des premières recommandations qui sont faites, c'est de reconnaître au Québec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Ce que le gouvernement fédéral a fait au mois de juin, c'est assez récent, ça a été long de ce côté-là aussi, pour toutes sortes de raisons, mais ce que d'autres provinces ont fait, la Colombie-Britannique a fait, mais cette déclaration-là qui crée pas des nouveaux droits, mais qui réaffirme en fait les droits fondamentaux des peuples autochtones à protéger et à développer leur culture, leurs institutions, dans un esprit d'autodétermination. Alors, s'il y avait une reconnaissance officielle au niveau du gouvernement du Québec, ce serait pas juste symboliquement, mais une affirmation très claire du chemin qu'on envisage de prendre ensemble, de respect mutuel. Et il semble que ce soit complexe pour le moment de reconnaître ces droits-là et de rouvrir la porte un peu à cette différence, à reconnaître qu'il y a des gens qui ont une culture, des nations différentes qui coexistent au sein du Québec. On n'en est pas là, apparemment, malheureusement. Mais qu'est-ce qui bloque finalement? Si la déclaration ne crée pas de nouveaux droits, est-ce que c'est parce que les mentalités ne sont pas encore là ou on craint que ça puisse peut-être déboucher sur des revendications? Oui, bien sûr, il y a des craintes au niveau notamment du développement économique pour les ressources naturelles sur le territoire. Alors on se dit, forcément, ça vient appuyer des revendications qu'on soupçonne comme étant légitimes des peuples autochtones. Peut-être que pour certains, justement, ça les inquiète
parce que ça pourrait ralentir leurs propres visées qui sont souvent de tendance extractiviste, plutôt que d'essayer de collaborer et puis d'avoir les peuples autochtones comme partenaires pour un développement du territoire harmonieux puis qui bénéficie surtout à tout le monde, parce qu'actuellement, le développement du territoire qui se fait a très peu de retombées pour la grande majorité des communautés, même si c'est leur territoire ancestral. Alors que ça se fait ailleurs, même dans des industries comme l'industrie minière, il y a des exemples de mines qui ont de compagnies minières qui se sont vraiment ouverts à un dialogue avec les communautés locales, puis qui partagent les bénéfices qui ont été faits du territoire et puis qui ne font pas faillite pour autant. Donc, c'est tout à fait possible de le faire. Il y a des modèles qui existent, mais faire les choses différemment, des fois, c'est ça qui inquiète. Alors que ça devrait donner justement un essor à plus de sécurité au niveau de développement économique. Si tout le monde s'entend puis va dans la même direction, ça devrait être positif. Et puis peut-être que ça donnerait des modèles de développement plus adéquats pour le territoire de manière générale. Vous, Sébastien Brodeur-Girard, vous n'êtes pas autochtone. Est-ce que c'est une position qui est inconfortable ou même illégitime quand on est alloctone de s'intéresser ou de se prononcer sur les questions autochtones? C'est une excellente question, et puis une question que je dois me poser constamment et je pense qui est nécessaire. Après ça, je pense qu'il y a des distinctions à faire. Pour moi, la frontière est très claire. Il ne s'agit jamais de parler au nom des peuples autochtones. Ce n'est absolument pas la position que je prends d'aucune manière. Et puis, dans les recherches qu'on mène à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à l'École d'études autochtones, on a une approche qui est vraiment développée pour faire nos recherches par, pour et avec les Autochtones, comme on dit. Donc, c'est vraiment en lien avec les communautés pour travailler avec elles, pour répondre à leurs besoins, puis leur fournir des outils, justement, pour pouvoir justement solutionner ce qu'elles ont décidé qui était important, puis les amener à cheminer dans cette direction-là. Donc déjà, ça me met dans une position dans laquelle je suis plus à l'aise. Puis ensuite, je pense qu'il faut se donner la légitimité de parler de ces questions-là de notre point de vue, parce que personnellement, en tant que Québécois francophone, j'ai aussi une appartenance au territoire qui existe. Mes ancêtres sont arrivés ici il y a près de 400 ans, et puis il y a des liens qui se sont formés, forcément. Alors, cette appartenance-là n'est pas la même que celle des peuples autochtones, et puis il ne s'agit certainement pas de prétendre justement que je suis autochtone d'aucune manière, mais ça sert la base d'un dialogue, justement, pour dire que ce sont des questions qui nous concernent tous. Alors, cette question, quand on parle de relations avec les peuples autochtones, mais ça implique les deux côtés. Alors, il faut à la fois être ouvert pour les écouter, et c'est le principal enjeu qu'on a actuellement, c'est qu'on n'a pas assez d'écoute, on n'a pas assez d'humilité pour reconnaître qu'il y a une autre partie qui a des choses intéressantes et nécessaires à dire. Et puis après ça, il faut aussi prendre sa part et puis dire, moi, qu'est-ce que je peux faire là-dedans et agir à ce moment-là. Et ça, c'est un peu ma position personnelle. Donc, que c'est en partant de mon point de vue, de qui je suis, avec mon propre parcours, d'essayer de rouvrir ces relations-là pour qu'elles soient plus bénéfiques. Et comme je pense que c'est important de le répéter, pour moi, c'est le terme humilité qui est le plus important. Oui. Ne pas prétendre qu'on sait mieux que les peuples autochtones eux-mêmes ce qui est bon pour eux. C'est absurde, on n'accepterait pas ça de personne d'autre. Nous-mêmes, en tant que Québécois, on n'aime pas ça quand que ce soit le fédéral ou d'autres provinces nous disent ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça. Mais c'est la même chose du point de vue autochtone. C'est eux qui sont les mieux placés pour ça, et c'est là qu'on a tout un travail à faire pour écouter, puis après ça, les appuyer là-dedans du mieux qu'on peut pour que ça bénéficie à tout le monde. Est-ce que c'est ce que vous appeliez dans un article d'Options politiques que vous avez écrit en octobre 2020, juste après la mort de Joyce Echaquan? Est-ce que c'est dans cet ordre d'idées que vous parliez d'un équilibre relationnel avec les Autochtones?
Oui, effectivement, je pense que des relations, il y en a, mais il faut qu'elles soient plus équilibrées. Il faut aller chercher justement une manière de s'écouter puis de s'entendre d'un côté comme de l'autre. Et là, les structures actuelles ne sont ni ouvertes à ça puis ni propices dans la mesure où on regarde combien est-ce qu'il y a de députés autochtones à l'Assemblée nationale. Ben, zéro. En fait, dans toute l'histoire du Québec, il y en a un où on pourrait dire deux parce qu'il y a eu un Huron-Wendat, un M. Bastien qui s'est présenté dans les années 20, qui est devenu député, mais qui a dû abandonner son statut indien pour devenir député. Donc, il n'était plus considéré comme autochtone à ce moment-là. Ce n'est plus le cas maintenant. Un autochtone qui voudrait être député n'aurait plus à renoncer à son statut. Non, effectivement, ça a été changé, mais il faut se rappeler que les Autochtones ont obtenu le droit de vote au Québec en 1969. Ouais. Alors, c'est très récent. Alors, ça explique aussi pourquoi peut-être qu'ils n'ont pas autant de place dans les institutions politiques, mais disons qu'il y a tout un travail à faire de ce côté-là. Et puis, il faut donc repenser cette relation-là, qu'on a encore une espèce de vision, et c'est ce qui se produit dans le Nord beaucoup, hein, avec les Inuits en particulier. On a souvent tendance à des gens qui sont pleins de bonne volonté, puis qui vont dire, bon, mais moi, je vais aller les aider, je vais à développer qu'est-ce qui est bon pour eux, mais sans toujours avoir les connaissances pour et prendre le temps de regarder avec les Inuits qu'est-ce qui serait pertinent. Fait que cette attitude-là, même pleine de bonnes intentions, persiste encore aujourd'hui, alors que et là, je trouve que c'est intéressant de se référer à des enseignements très anciens. Revenons au Mohawk, justement, au Kanien'kehá:ka, qui, au tout début de la colonisation, au début du 17e siècle, ont échangé avec les arrivants européens le wampum à deux voix, two-row wampum en anglais. Le wampum, qui est cette ceinture de perles tressées, qui est un objet diplomatique qui contient un récit historique, des enseignements qui se perpétuent, qui se transmet. Et ce wampum à deux voix-là est illustré donc sur un fond blanc avec deux rangées de perles mauves parallèles. Et chacune de ces rangées-là illustre le chemin de deux canaux qui se suivent, qui se côtoient de manière parallèle. Un, c'est celui des Autochtones ou des Mohawks à ce moment-là, puis l'autre des nouveaux arrivants, pour dire qu'on peut, ou même on doit cheminer dans une direction similaire ensemble, côte à côte, mais tout en respectant la distance entre les deux. Les lignes ne convergent pas ensemble pour se croisent pas, ouais. Ne se croisent pas, elles demeurent parallèles. Et cet enseignement-là, c'est celui à la fois on peut travailler ensemble pour aller dans la même direction, mais il faut d'abord apprendre à se respecter les uns et les autres et à reconnaître l'existence de chacun. Ces enseignements-là ont été oubliés et pourtant demeurent d'actualité de manière très criante, et c'est ce message-là, qu'on pourrait quasiment qualifier d'ancestral, rendu là, qui devrait être réactualisé puis servir de fondement à nos relations. C'est aussi celui qu'on appelait, qui était appelé à la paix des braves, qui a été signé avec les cris en 2002, où est-ce qu'on dit une relation de nation à nation. Ouais. C'est cette idée-là de pouvoir se respecter de manière... de partenaire, vraiment. De partenaire. Au lieu d'avoir un regard paternaliste, finalement, c'est ce que vous décriviez un petit peu tout à l'heure, ou un regard de domination ou de tutelle. Mais est-ce que cette relation-là, elle peut se développer tant que la loi sur les Indiens est en vigueur? Parce que la loi sur les Indiens donne un statut particulier aux Autochtones. Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est un enjeu. Puis la loi sur les Indiens a été conçue dans cette optique-là. En fait, elle a été conçue dans l'idée qu'un jour, il n'y en aurait plus d'Autochtones, tout simplement, avec cette idée-là qu'ils vont finir par perdre leur statut, puis ils vont tout simplement s'assimiler à la société canadienne, québécoise dominante. Et d'où tout le système des pensionnats pour justement faire disparaître la culture autochtone au sein des enfants, leur faire perdre leur langue, leur faire perdre leurs relations pour mieux les intégrer, ce qui n'a pas fonctionné, au contraire a brisé les sociétés de la manière dont on sait aujourd'hui. Mais pour revenir à cette loi sur les Indiens-là, elle a une ambiguïté profonde parce que, en même temps, autant son objectif c'était de faire disparaître les Autochtones, autant en même temps c'était de les protéger en attendant cette disparition.
Et ça continue à jouer son rôle aujourd'hui avec, prenons par exemple, les réserves, qui sont ces petits territoires où les communautés finissent assiégées, finalement, finissent par se réfugier, puis disent, bon, c'est le dernier endroit qui nous reste aujourd'hui. Alors, les réserves, à la fois, ils sont enfermés dans la réserve, d'une certaine manière, parce qu'il y a du développement tout autour, c'est l'industrie forestière, c'est les chalets qui se construisent un peu partout, qui sont autorisés, et là, c'est pas juste le fédéral, c'est le provincial qui est responsable des terres de la couronne, puis qui développe tout ce territoire ancestral-là, et finalement, la réserve devient comme le seul lieu de refuge qui permet de se protéger contre tous ces changements, contre l'assimilation ultime, mais c'est un refuge qui est une prison en même temps. De protéger la culture aussi et la langue. Oui, parce que sinon, si tout le monde se perd un peu dans la masse, ça devient encore plus difficile. Donc, ça devient... ça développe des relations très, très malsaines avec le lieu de vie qui est à la fois prison et refuge. Et c'est ce que crée la loi sur les Indiens, et c'est ce qui fait que c'est si complexe de s'en débarrasser, parce que l'enjeu, c'est par quoi on la remplace. C'est une loi dont à peu près personne n'est satisfait, mais personne ne sait comment la remplacer. En tout cas, c'est sûr que l'abolition pure et simple causerait plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait certainement. Ben exactement, parce que ça viendrait juste activer, dans le fond, ce mouvement d'assimilation-là qu'il existe. Donc, d'où les gens, c'est ceux qui justement, qui ne veulent pas sa disparition instantanée, c'est pas parce qu'ils l'aiment, surtout d'un point de vue autochtone, mais c'est parce que dit, oui, mais êtes-vous vraiment prêt à négocier un traité d'égal à égal pour reconnaître notre place sur le territoire et puis les droits qu'on a et de partager justement le développement des ressources de manière équitable? Si la réponse était oui, à ce moment-là, la loi sur les Indiens disparaîtrait en un claquement de doigts. Mais actuellement, la réponse est beaucoup plus complexe, d'où le fait qu'on est encore pris avec cette loi-là, tant qu'il n'y aura pas une véritable volonté de négocier, de redonner des pouvoirs et de reconnaître les nations autochtones comme des partenaires égaux. En conclusion, Sébastien Brodeur-Girard, on entend beaucoup parler de réconciliation en ce moment, puis c'est un terme qui est assez peu défini finalement. Pour vous, ce serait quoi la réconciliation? Comment est-ce qu'elle se manifesterait? Comment est-ce qu'on saurait que allochtones et autochtones sont réconciliés? C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, c'est un de ces termes qui, je pense, qui était très fort au départ, notamment avec la Commission de vérité et réconciliation qui portait sur les pensionnats pour faire connaître cette vérité-là, puis qui malheureusement a été un peu galvaudé comme bien d'autres termes. Finalement, tout devient de la réconciliation, et puis ce faisant, rien n'est plus de la réconciliation. Moi, de mon point de vue personnel, la véritable réconciliation, c'est celle qui va survenir lorsqu'il va y avoir l'humilité de véritablement dialoguer en partenaires égaux, puis en reconnaissant l'autre, ce qui n'est pas le cas forcément aujourd'hui. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait reconnaissance, premièrement, des torts qui ont été causés. On est en train de commencer à réfléchir, à prendre conscience de ça. Puis ensuite, il va falloir justement qu'il y ait réparation, ce qui ne veut pas dire punition, de dire on est coupable, nos ancêtres ont commis des crimes et donc on doit expier aujourd'hui, mais plutôt qu'il faut trouver des moyens de réparer justement les injustices qui ont été commises. Ces nations-là, ces peuples-là, notamment, ont perdu l'accès à leur territoire, et donc ça a des conséquences sur leur capacité à se développer aujourd'hui, à faire des choix qui leur conviennent. Et donc, il faut trouver des solutions pour faire avancer ces éléments-là. Mais pour ça, c'est ça, il faut commencer par avoir un réel dialogue de reconnaissance. C'est le premier pas de la réconciliation. Sébastien Brodeur-Girard, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup de cette entrevue pour Confluent. Miigwech, de m'avoir invité. Merci, c'était un plaisir. Au revoir. C'était l'historien, juriste et professeur Sébastien Brodeur-Girard au microphone de Catherine Égault. Un immense merci à Sébastien Brodeur-Girard pour cette passionnante entrevue. Merci aussi à Daniel Fortin à la régie. L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Si vous voulez réécouter cette entrevue ou faire connaître l'émission à vos proches, consultez sans tarder notre site web www.missioncheznous.com. Ici Mathieu Lavigne. Ici Catherine Égault. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. D'ici là, nous vous invitons à rester à l'antenne de Radio VM. À bientôt.